Chers amis cinéphiles, quel plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2026. Beaucoup de grosses sorties, une actualité cinéma assez dense. Ce sera donc l'occasion pour nous de dresser un petit bilan du mois de janvier 2026 avec 4 films que j'ai vus dans le mois et que vous avez peut-être vus également. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, bilan janvier 2026. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, retour sur le mois de janvier 2026 avec 4 grosses sorties du mois que je suis allé voir dans les salles de cinéma et c'est peut-être également votre cas, donc n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, ça permet de poursuivre le débat autour des films que je présente et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien entendu. Et on va en profiter tant qu'à faire pour dresser un petit classement de ces 4 films et je commence par la dernière position qui a été, entre parenthèses, la plus facile à trouver puisqu'il s'agit de ma petite déception du mois. Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas. Qu'est-ce que j'ai été déçu. J'attendais beaucoup plus d'un film quand même sur l'arrivée de Poutine au pouvoir. Il y avait tellement de choses à dire. Et malheureusement, ce film a tendance à être beaucoup trop anecdotique. Donc beaucoup de faits évoqués, peu traités. L'histoire de Vadim Baranov, interprété par Paul Dano, qui est ce conseiller politique qui a mené Vladimir Poutine au pouvoir. Alors, ce personnage fictif est inspiré d'un véritable idéologue et homme politique russe. Et donc, Vadim va recevoir du jour au lendemain chez lui la visite d'un universitaire américain qui va s'intéresser à son parcours. Et donc, Vadim va répondre volontiers à tout un tas de questions sur son passé, près du pouvoir, des politiques, etc. Et on commence bien sûr dans sa jeunesse, dans les années 90, à la fin de l'URSS, où les jeunes espèrent un renouveau, un vent de liberté en Russie. Et puis finalement, c'est tout le contraire qui va arriver, bien entendu. Donc, dans ce contexte, Vadim va rencontrer des artistes émergents, il y a des groupes de rock qui se rebellent, on a des performeurs, il va tomber d'ailleurs amoureux d'une performeuse donc interprétée par Alicia Vikander, donc Xenia, qui, elle, va de plus en plus s'intéresser aux oligarques, un peu flirter avec des oligarques. Donc voilà, une fille qui va retrouver un petit peu à différents moments de cette histoire. Et donc lui va, dans un premier temps, devenir metteur en scène de théâtre pour des pièces d'avant-garde. Et de fil en aiguille, il va même travailler pour la télévision, pour des émissions de télé-réalité, jusqu'à finir, finalement tout ça est un peu logique, pour travailler en politique comme conseiller en communication. Et c'est lui qui va faire émerger donc Vladimir Poutine, qui travaille au FSB, le nouveau KGB, et qui va l'amener au pouvoir. Donc voilà, un film qui va s'intéresser à plusieurs périodes, plusieurs décennies, jusqu'à nos jours, bien sûr, de la Russie. On rentre dans ce film comme on rentrerait dans un livre d'histoire, malheureusement, c'est un petit peu la limite, je trouve, c'est-à-dire que voilà, on nous raconte beaucoup de choses, c'est très litanique, c'est très pontifiant, et on apprend peut-être beaucoup de choses certainement, mais tout ça reste des faits, montrés un petit peu à la manière d'un reportage qui serait entrecoupé, vous savez, de séquences de reconstitution. Donc c'est assez malheureusement académique pour moi, un peu scolaire la manière d'appréhender cette histoire. Donc certes, Assayas a essayé de coller le plus possible à l'ouvrage d'origine dont il est issu, mais c'est pas pour autant qu'il arrive à se l'approprier véritablement. C'est ça que je trouve un petit peu les limites du film, c'est qu'il ne trouve jamais véritablement son propre langage et surtout son angle, comme en journalisme, c'est-à-dire vous avez un sujet en journalisme, il faut bien un angle pour traiter cette histoire. Est-ce que c'est à travers le prisme de cette relation amoureuse? Est-ce que c'est par rapport à ce protagoniste et la difficulté d'arriver à frayer son chemin en fait dans cette Russie? Est-ce que c'est plutôt au niveau géopolitique? Est-ce que c'est plutôt au niveau des tensions internes de la population dans le pays? On a du mal à cerner par quel bout en fait Assayas veut nous raconter cette histoire. Et ce n'est pas seulement parce que c'est un sujet d'actualité, c'est aussi parce que, moi ce qui m'a intéressé, c'est aussi parce que ça, je pense qu'on a aussi traité de la
Russie au cinéma, ça peut être passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire sur les mutations internes, sur ce côté aussi où on a un peu l'impression que, pour construire une grande Russie, ils n'ont d'autres idées au gouvernement, à l'intérieur. Finalement, c'est toujours l'autocratie la solution, quoi, vous voyez. Et donc, le truc où il y a toujours cet héritage tsarien qu'il faut garder. Donc ça aurait pu être raconté et pas seulement évoqué. Donc voilà. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a tout ce qu'il faut, tous les mots-clés, j'ai envie de dire, de la Russie en politique, c'est-à-dire cette verticale du pouvoir qui va définir évidemment toute la politique de Poutine jusqu'à nos jours, et qui est interprétée d'ailleurs par Jude Law, qui, je dois quand même souligner quelque chose d'important, c'est qu'il n'a pas souhaité imiter, faire du mimétisme sur ce personnage, mais surtout l'interpréter. C'est pas du tout la même chose entre imiter, bien sûr, comme un imitateur imiterait des personnalités publiques. Là, voilà, il a voulu interpréter, faire sa propre version de Poutine, bien sûr, et donc véritablement l'incarner avec, avec une manière assez personnelle, voilà, tout en essayant d'être vraiment dans les traits justes, bien sûr. Il y a même parfois des moments où on sent véritablement, on voit quand même qu'il incarne plutôt bien Poutine. C'est pas totalement une performance transcendante, faut pas exagérer non plus, c'est pas hyper mémorable à la sortie du film, mais on va dire qu'il fait le job, voilà, comme on dit, il fait le job, c'est plutôt convaincant globalement, mais ce qui le dessert, je pense, c'est ce scénario qui, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de séquences avec lui, déjà. C'est à se demander si c'est véritablement un film sur Poutine ou sur, finalement, ce conseiller en communication, Vadim Baranov, ou même les oligarques russes qui sont quand même baladés par Poutine. Donc ça, c'est plutôt bien montré, voilà, à peu près. Mais voilà, je trouve que ce film a véritablement du mal à devenir la petite bombe politique qu'il aurait pu être, la petite bombe sociale qu'il aurait pu insuffler. Voilà, donc encore une fois, c'est un petit peu dommage. Et puis, je pense aussi qu'il y a quelque chose, un peu comme un fil conducteur qui aurait du mal à savoir où il veut aller. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi dans le ton monocorde de Paul Dano qui fait qu'on n'arrive jamais véritablement, c'est comme en musique, à sentir la note que veut mettre véritablement Assayas dans ce film. Voilà. Et Dieu sait qu'il avait été salué, et d'ailleurs Assayas, pour un film sur le terroriste vénézuélien très connu dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait l'objet du film Carlos, donc critique dithyrambique, un gros film. Donc j'imagine que c'est pour cette raison qu'on est allé chercher Assayas pour réaliser ce film, mais malheureusement, voilà, ça aurait pu être l'occasion, justement pour Olivier Assayas, je trouve, de refaire un peu parler de lui avec un film choc, poignant, sur la Russie et tout. Il n'en est, j'ai pas envie de dire rien, mais pas grand-chose, malheureusement. Et je vais passer directement au prochain film du jour. Donc en troisième place, j'ai décidé de mettre le nouveau Jim Jarmusch, voilà, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Father, Mother, Sister, Brother, dans l'ordre, ne vous trompez pas, qui est en réalité un film découpé en 3 courts-métrages qui ont tous pour thème commun la famille, la difficulté de communication entre les enfants devenus adultes et qui rendent visite à leurs parents. Donc ça donne lieu à des séquences gênantes. Alors le terme malaisant, qui n'est pas tout à fait un terme validé par l'Académie, mais c'est vraiment ça, ce côté malaisant, c'est un peu un terme qu'on emploie en ce moment, et c'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire que ce côté même gênance, on parle de gênance, dans des séquences de dîner, de thé, on prend le thé chez les parents, et puis ça crée un énorme malaise. Pourquoi ? Parce que les enfants, une fois devenus adultes, on se rend compte que c'est compliqué, les rapports avec les parents, c'est comme si on avait une véritable difficulté à se parler, à se comprendre. Il y avait le temps à passer, la difficulté en fait pour une famille de se comprendre, de s'écouter, de se respecter, et même peut-être même de s'aimer. Le film pose véritablement la question, peut-on encore aimer ses parents lorsqu'on devient adulte en fait, ça pose toutes ces questions-là. Donc voilà, le film dans un premier temps est assez déroutant parce que c'est très calme, il ne se passe pas grand-chose. On a un premier court-métrage avec Adam Driver et l'actrice de Big Bang Theory dont j'ai oublié le nom, j'étais étonné de la voir là-dedans mais ça lui va très bien. Et le retour de Tom Waits, bien sûr, donc
cet acteur et rocker hein, qu'on a pu voir dans Coffee and Cigarette, qui lui-même était un film aussi à court-métrage. Hein. Il y avait 11 courts-métrages, vous vous souvenez, en 1h35 de film. C'était quand même déjà une gageure de nous proposer comme ça des courts-métrages qui ont été tournés en plus entre 86 et 2003. C'était vraiment, voilà, déjà, c'était pas forcément évident, avec pour seul trait commun du café, justement, ces fameuses cigarettes et des discussions un peu de comptoir, quoi. Donc c'est pas la première fois que Jim Jarmusch fait ça, hein, je précise. Donc voilà, Tom Waits qui joue le papa et qui va recevoir la visite eh bien, de son fils et de sa sœur. Chez lui, il est tout seul, hein, il est esseulé, hein, sa femme n'est plus là, et donc ça fait longtemps qu'il n'a pas vu son fils, et puis il réapparaît comme ça. Le père a des difficultés financières, visiblement, donc le fils est là un petit peu pour lui donner quelques vivres, discuter un petit peu et repartir un petit peu illico, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez dur, on peut comprendre aussi que le père voilà, qui ait du mal un petit peu aussi à s'enthousiasmer plus que ça, parce qu'il ne voit pas souvent son fils. Il y a un éloignement qui n'est pas évident aussi à vivre pour lui. Hein. Il est tout seul, reculé dans sa maison. Donc c'est pas facile pour lui. Et on comprend aussi ce frère et cette sœur qui ne savent plus trop quoi dire, car on sent que le papa est un petit peu sur la fin quand même aussi. Donc il y a tout ça qui est raconté. Donc, oui, un court-métrage dont les non-dits vont être très importants. Voilà. Et c'est un petit peu la même chose sur le second. Hein, je vais découper ma critique sur les 3 courts-métrages. Le second est clairement mon préféré. C'est celui où, en fait, une mère de famille va recevoir la visite, pareil, de sœurs, de ses 2 filles, hein, ses 2 sœurs, dont l'une est interprétée par Vicky Krieps, et le personnage de Vicky Krieps m'a vraiment marqué, parce que, justement, c'est là qu'il y a un véritable choc. Cette maman a l'air d'être quand même dans, j'ai envie de dire, la bienséance, le côté un petit peu bourgeois, etc. Et cette fille, eh bien, a un côté un peu libre, elle n'a pas véritablement, on dirait, un travail stable, elle vit avec une femme, ça aussi, ça peut déranger, donc elle trouve un stratagème pour pas que ça se sache en arrivant à la maison. Et en même temps, elle a une sœur, ah oui, c'est Cate Blanchett, voilà quand même, Cate Blanchett, pardon, qui joue le rôle de la sœur et qui, elle aussi, a l'air de baigner quand même dans le confort, donc ça crée aussi des tensions à ce niveau-là. Et puis il y a des jugements, on sent qu'il y a des jugements sur ce que sont devenus les uns et les autres. Et puis cette maman comme ça qui essaie de meubler un petit peu la conversation en parlant du thé, hein, il est bon le thé, il est bon vous voulez un peu de sucre, etc. C'est toutes ces discussions qui sont là aussi pour combler les trous. Quand on sait qu'on n'a plus rien à se dire et qu'on essaie de combler les trous dans une conversation, c'est ça ce que montre le film aussi. Donc c'est intéressant, c'est quand même, moi j'ai beaucoup aimé cette seconde scénette en fait avec Charlotte Rampling, vraiment moi c'est ma préférée. Et enfin, le film se termine par 2 frères et sœurs qui cette fois-ci n'ont plus leurs parents. Là c'est un peu l'inverse, hein, les parents sont absents et ils vont retourner dans leur maison, leur appartement d'enfance à Paris et les revoir, hein, bien sûr, dans ce vide. Imaginez, voilà, ils vont repartir dans leurs souvenirs, dans les photos, essayer de recréer du lien fraternel en fait autour de la mémoire hein, de ce que ça a été leur enfance. C'était une enfance assez difficile visiblement, d'après ce qu'on comprend, parce que les parents étaient un petit peu artistes, destroy, c'était vraiment pas des parents conventionnels, on va dire. Et c'est ce qui fait la force aussi de cette histoire. Donc je comprends que pour beaucoup, c'est la dernière, la préférée. Moi, voilà, voilà, on aura tous peut-être notre court-métrage préféré sur le film. Moi, c'est le second. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Alors, il arrive quand même à créer du lien entre les 3 histoires, alors que c'est absolument pas les mêmes personnages, avec 2 petits gimmicks amusants. C'est qu'à chaque fois, dans chaque scène, chaque court-métrage, eh bien, un personnage va à un moment donné sortir l'expression « Bob is your uncle ». Alors, c'est totalement absurde, c'est pour créer un petit gimmick comique entre les 3 histoires. Bob is your uncle, en fait, c'est une expression, je ne sais pas si c'est un peu une expression un peu ringarde, mais qui est censée dire, en gros, que tout va bien, tout est sous contrôle, Bob is your uncle, quoi. Et c'est assez drôle. Et en même temps, il y a à chaque fois, dans chaque histoire, une Rolex aussi. Dans chacun des 3 courts-métrages, vous allez avoir voilà, comme leitmotiv aussi, le retour d'une montre Rolex, et, je sais pas, voilà, histoire de dire qu'il y a un lien, un fil conducteur, voilà. Donc
Moi j'ai trouvé que le film quand même avait cette capacité à sonder quand même l'âme humaine lorsqu'elle ne sait plus quoi dire dans un dîner, un repas en famille, où ça devient gênant, où on ne sait plus. Voilà, et il arrive à sonder ça en fait. Donc Jim Jarmusch quand même dans les non-dits. Hein, il est très très fort parce que c'est pas que les dialogues, c'est la manière dont il dirige ses acteurs aussi. On va sentir l'arrière-pensée du personnage et ça, voilà, il faut forcément avoir une bonne direction d'acteur. Il faut des bons acteurs certes, mais il faut aussi une bonne direction d'acteur. Et c'est pas si évident parce que c'est assez minimaliste. Hein. On est dans un salon autour du thé, on est dans le salon aussi. Chez ce papa, on est dans les cafés parisiens et dans cet appartement, donc il n'y a pas, voilà, il y a pas en termes de scénographie, voilà, c'est pas énorme, mais par contre, ce qu'il faut, c'est bien diriger les acteurs pour faire jaillir un petit peu toutes ces émotions, ce souvenir. Hein. Il faut faire émerger des souvenirs que nous, spectateurs, nous n'avons pas vécus. Donc c'est ça le plus dur en plus, c'est qu'on n'a pas matière à être forcément ému d'emblée parce qu'on ne connaît pas l'histoire et on n'a pas de séquence, on veut dire, d'exposition véritablement. On n'a pas toujours le contexte. Mais au fur et à mesure de l'écriture, justement cette écriture qui est très très bien ciselée, nous permet de faire ressentir ce qui a pu se passer par le passé dans ces familles en fait. Et on comprend, c'est presque comme, c'est le genre de film où on se sent un peu renseigné sur nous-mêmes quand on sort de la salle. Et finalement, c'est là que je me suis dit que le film avait réussi. On dirait pas que c'est un film extraordinaire, même voilà, on dirait même un film mineur de Jim Jarmusch quand on sort en fait. Mais on sait qu'on a vu quand même une œuvre intéressante et qui nous renseigne quand même davantage sur ce mystère qui entoure l'incapacité de pouvoir véritablement parler. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des blocages dans la communication au sein des familles une fois que tout le monde est devenu adulte en fait. Donc c'est assez intéressant. Et donc les relations familiales, les tensions et la gêne qui peut exister, quoi. On ne sait plus où se mettre, on ne sait plus comment communiquer. Il y a cette gêne incessante qu'il faut contrôler, qu'il faut arriver à dépasser. C'est presque un challenge en fait pour nos personnages tout au long en fait de ces histoires. Donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, je vous laisse découvrir quand même en troisième position. Donc j'ai mis le nouveau Jim Jarmusch que je vous recommande. N'hésitez pas à lui donner sa chance. Je passe maintenant à la deuxième place, et alors là, j'ai failli le mettre premier. C'est un des gros bangers du mois de janvier. Pour moi, c'est Gourou de Yann Gozlan avec Pierre Ninet. Waouh, quelle bombe! Alors, j'avais très très peur au début, parce que je commençais un petit peu à regarder ce qu'on en disait. J'avais peur que ce soit un film qui ait une très très bonne idée de base, et puis qui finisse un peu dans des facilités de thriller un peu faciles. Et puis finalement, c'est une œuvre qui assume pleinement ce qu'elle est. Ça traite véritablement son sujet. Et vous savez l'importance que j'accorde aux films qui traitent à fond leur sujet, mais par tous les côtés, qui prennent par tous les côtés et qui arrivent à traiter véritablement le sujet. Ici, il s'agit évidemment de ces coachs en développement personnel qui arrivent avec leur charisme, leur joli sourire, à fidéliser tout un tas justement de fidèles, de personnes qui sont dépendants à la bonne parole, j'ai envie de dire, et qui suivent tous ces coachings de développement personnel et qui ne se rendent pas compte petit à petit qu'eux-mêmes se font un peu avoir, car c'est quand même une mécanique bien huilée, un business derrière, qui n'est pas toujours très humain. Et on va le voir avec le personnage de Mathieu Vasseur pour la troisième collaboration de Pierre Ninet avec Yann Gozlan. Et ce personnage, cette fois-ci, c'est une vedette ultra narcissique du coaching en développement personnel qui donne des conférences à succès dans des salles qui sont quasiment des salles de spectacle, faut le dire. En même temps, c'est un show son et lumière. Donc il y a ce côté où on comprend dès le départ que le message du film, c'est de nous montrer aussi ce côté spectacle autour de la détresse humaine qui va faire jaillir un business assez sale finalement. Sous couvert de belles idées, d'essayer d'aider les gens, en essayant d'aider les gens, et finalement, est-ce qu'on les nuit pas, est-ce qu'on n'essaye pas de nourrir son propre ego derrière, et à tel point qu'on va finir par délaisser l'entourage, tomber dans la paranoïa, et montrer les limites, justement, de ces coachs qui cherchent finalement la lumière, toujours la lumière, la communication, se montrer, etc., et nourrir ce narcissisme maladif.
avec Mathieu Vasseur qui lui-même en plus est influencé par son modèle américain, le coach Peter Conrad, qui eh bien, va véritablement être lui-même, avoir son propre gourou pour lui-même devenir gourou, hein. C'est un peu ça. Donc c'est ce côté en fait où ça devient de plus en plus sectaire en fait. C'est ça que le film montre bien. C'est à tel point même que à un moment donné, donc le personnage de Julien, interprété par Anthony Bajon, eh bien va carrément être dépendant à Mathieu Vasseur et va se rendre à son bureau et même chez lui, essayer de le traquer, etc. Comme un fan en fait qui serait tellement fan qui serait devenu dépendant en fait à son gourou en fait. Donc c'est très bien vu parce que forcément, eh bien, le gourou en question, Mathieu Vasseur, eh bien, va repousser violemment ce fan et même au sein de sa famille, c'est compliqué. On sent qu'il y a des tensions avec le frère. Vous allez voir, il y a toute une relation fraternelle qui est assez dure et qui va rendre Mathieu Vasseur totalement paranoïaque en pensant qu'en fait les autres vont utiliser les mêmes méthodes de manipulation que lui pour le manipuler. Hein. C'est cette idée de manipulateur, pardon, manipulé. Donc c'est très bien vu. En fait, j'ai tellement ce film a tellement de qualité. Même le personnage féminin interprété donc par Marion Barbeau, si je me trompe pas. Je fais tout de mémoire, comme vous le savez, sur ces vidéos. Qui est absolument formidable aussi parce qu'on sent qu'elle représente un peu le spectateur qui va avoir le recul en fait sur ce personnage qui quand même prend toute la place, hein, il faut le dire, hein, Mathieu Vasseur. C'est clairement, tout est vu de son point de vue quasiment pendant tout le film. Heureusement qu'il y a ce personnage féminin quand même qui permet un peu de désamorcer parce que c'est compliqué quand vous avez un protagonisme antipathique, tellement antipathique comme Mathieu Vasseur quand même. C'est pas du tout un héros, au contraire, c'est quelqu'un, le méchant du film, en fait, c'est le protagoniste, quoi. Et en même temps, le film essaie de ne pas être moralisateur. Et c'est ça sa grande force aussi, c'est qu'il montre en fait les problématiques sans être moralisateur. Et ça, c'est très fort, parce que c'est que comme ça qu'on peut comprendre, en fait, les personnages, les individus sont nuancés, en fait, parce que Mathieu Vasseur n'est pas forcément totalement un salaud à la base, en fait. C'est simplement quelqu'un qui peut-être, voilà, sa petite personne a été blessée, hein, et il est confronté à la dure réalité de la vie, et on sent qu'il ne peut pas accepter cette réalité de la vie. Il faut qu'il construise un autre monde, un monde où tout est possible. Vous savez, c'est un peu comme ces sectes, hein, qui finissent par exister pour devenir des mondes alternatifs, hein, parce que c'est sauf qui peut, ce monde est beaucoup trop dur, il faut créer des mondes alternatifs. Venez dans mon monde, le monde de Mathieu Vasseur, venez à mes conférences. Il y a un côté où on est vampirisé par ce discours, où on peut devenir quelqu'un d'extraordinaire, etc. Et puis finalement, c'est hors cadre, et c'est là que l'État va intervenir pour essayer de vérifier un petit peu si Mathieu Vasseur est en capacité véritablement d'exercer son métier, entre guillemets, parce que c'est un métier qui n'est pas encadré, hein, c'est une profession non réglementée, hein, coach, il s'improvise coach, mais il n'a aucun diplôme, donc ça sort de tout cadre en fait, hein. Or, il faut quand même cadrer peut-être les choses, c'est là que le film va poser des questions aussi, hein. N'allez pas forcément rencontrer n'importe quel coach, vous voyez les coachs certifiés aussi, qui sont là pour vous donner des conseils qui sont adaptés à votre cas et pas du n'importe quoi, qui peuvent mener même à vous faire licencier, avoir des problèmes relationnels derrière avec des individus parce que vous allez vous mettre en porte-à-faux avec des personnes, etc. Vous allez aussi vous-même péter les plombs. Donc voilà, c'est pas forcément les meilleurs conseillers, ces coachs charismatiques comme ça, c'est du show. N'oubliez pas que c'est du show, et donc ce film raconte véritablement ça. Et à tel point que Mathieu Vasseur va y laisser sa santé, et il va même tomber dans la folie, ça va finir en bain de sang, ça va finir en... voilà, je ne vous dévoile pas tout, mais ouais, ça va véritablement montrer les limites. Et puis ce côté où il faut être toujours aussi dans l'écosystème qu'il vise, toujours être performant, toujours être charismatique, toujours être au top, etc. Et cette pression va l'anéantir aussi, hein. Il va être vampirisé lui-même par l'exigence de son propre gourou lui-même, hein, son mentor, enfin son modèle en tout cas, que représente Peter Conrad. Et vous allez voir comment ça va terminer justement
parce qu'à un moment donné, il va y avoir la rencontre entre les deux, et là, ça va être un des moments forts aussi du film à la fin, et qui va montrer toute la contradiction entre ce que souhaite Mathieu Vasseur dans sa vie et ce qu'il va lui arriver, en fait, ce destin, cette descente aux enfers, évidemment, de cet individu qui, sous couvert d'aider les gens, les a plutôt finalement enfoncés dans le sol, bien comme il faut. Donc vous allez voir, voilà, une très grande réussite. Yann Gozlan, moi j'avais beaucoup aimé, c'était Vision dernièrement, avec Diane Kruger et Marta Nieto. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un très bon film. Et puis aussi la trilogie, évidemment, que maintenant il a créée avec Pierre Ninet. Ça a commencé avec Un homme idéal, ensuite il y a eu Boîte noire aussi, excellent, et puis maintenant donc Gourou, qui est peut-être même le meilleur. Là franchement, c'est de mieux en mieux à chaque collaboration entre Pierre Ninet et Yann Gozlan. Donc j'attends avec impatience la suite. Peut-être qu'il y aura une 4e collaboration, de nouvelles aventures pour Mathieu Vasseur. Donc à suivre. Je passe maintenant à la première place du classement et j'avais envie de l'attribuer à Hamnet de Chloé Zhao. Alors film à Oscar, certes, mais j'avais envie de défendre un cinéma humaniste, authentique, presque malikien dans sa démarche, avec ce lyrisme, cette poésie. Nous sommes dans la campagne anglaise verdoyante du XVIe siècle et il y a cette fabuleuse histoire d'amour, criante de vérité et d'une authenticité folle. Donc c'est ce cinéma que j'ai un peu envie de défendre. Vous connaissez mon amour pour Une vie cachée, par exemple, de Terrence Malick. J'en avais beaucoup parlé sur la chaîne, vous pouvez retrouver d'ailleurs ma critique sur la chaîne. Donc voilà, on retourne dans la nature, on retourne à des valeurs, le côté un peu village, le côté... on a vraiment une histoire du peuple, en fait, avec ce William, donc William Shakespeare. C'est une histoire qui fantasme un peu autour de la genèse, en fait, de Hamlet. Donc là, une des plus grandes pièces, en fait, de William Shakespeare, où il y a la fameuse phrase « Être ou ne pas être, telle est la question ». Et donc, nous avons William qui est donc professeur de latin et qui va tomber amoureux d'une domestique qui dresse des faucons aussi à ses heures perdues, Agnès. Il va y avoir cette fabuleuse histoire d'amour qui va très vite naître entre les deux. Et malgré les interdits familiaux, ils vont quand même se marier, avoir 3 enfants et notamment 2 jumeaux. Judith et Hamnet, justement qui va être la source d'inspiration pour son œuvre, mais je n'en dis pas plus, il va y avoir une histoire sacrificielle parce qu'il y a la peste en même temps, et donc il va y avoir un personnage qui va tomber malade, et c'est là que le couple en fait va rentrer dans des joutes verbales, bien sûr. Donc Agnès, interprétée par Jessie Buckley, qui est absolument formidable, est toujours dans l'attente de son mari qui part en fait tenter sa chance à Londres en tant que dramaturge, metteur en scène de théâtre, et elle pense qu'à aucun moment en fait William pense à sa famille justement, et puis elle au quotidien difficile à la campagne en fait. Et on va s'apercevoir que c'est plus compliqué que ça, et je trouve que c'est un très beau film qui trouve son moment de bravoure à la toute fin. Voilà, s'il y a bien une scène qui est marquante dans ce film, c'est la toute fin. On est au Globe Theatre, le théâtre célèbre créé par William Shakespeare. Je crois qu'il existe toujours d'ailleurs ce théâtre à Londres. Évidemment, il n'a absolument pas le même aspect aujourd'hui. À l'époque, il faut se replonger au XVIe siècle, bien sûr, c'était avec des tréteaux, tout est en bois, etc. Mais c'est d'ailleurs le même théâtre que l'on peut apercevoir, bien sûr, dans le Shakespeare in Love. Alors moi, Shakespeare in Love, j'étais beaucoup moins fan, parce que c'est vrai que ce film peut faire penser un peu à ce qu'avait essayé de faire par le passé le Shakespeare in Love, en fait. Je crois qu'on était en 99, tout début 2000, un truc comme ça. Et je trouve que c'est nettement supérieur. Voilà, je pense qu'on peut faire, en gros, un film sur William Shakespeare un peu grand public, mais pas dans le mauvais sens du terme. On peut avoir ce lyrisme, cette poésie, ce retour à la nature, avec vraiment des dialogues et surtout une interprétation criante de vérité. Je trouve que là, ça matche bien entre Paul Mescal, qui joue William Shakespeare, et Jessie Buckley, donc Agnès Hathaway. Ça fonctionne très très bien. Alors pour la petite histoire, Agnès Hathaway, ce n'est pas évidemment le nom de la femme de William Shakespeare. Le vrai nom, c'est Anne Hathaway. Alors rien à voir avec l'actrice hollywoodienne qu'on connaît. Mais c'était pour la petite info. Mais voilà, donc il y a une liberté qui a été prise, c'est Agnès.
Et puis il y en a beaucoup d'autres, évidemment, tout est beaucoup fantasmé. L'idée, c'était d'essayer de faire un beau film, voilà, de créer une belle histoire autour d'Hamnet, autour de Shakespeare, une histoire d'amour, mais pas seulement. C'est aussi une histoire voilà, d'un dramaturge en devenir qui va s'inspirer de sa propre histoire, de ses propres mots, M-A-U-X, pour justement essayer d'y mettre des mots et pouvoir en créer une fabuleuse pièce que tout le monde connaît et qui est toujours jouée actuellement, bien entendu. Un classique de la littérature et aussi surtout du théâtre, hein, bien sûr, anglais. Voilà, donc c'est une très belle œuvre. J'avais pas envie d'être dithyrambique parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont un peu spéciales dans le film, qui sont pas toujours d'une crédibilité incroyable. Par exemple, les naissances des enfants d'Agnès, voilà, oubliez les cordons ombilicaux, oublier voilà, tout ce qu'il faudrait faire normalement pour un accouchement. Là, c'est vraiment... c'est ce qui m'a un peu choqué dans un premier temps. Je dis, mais c'est pas ce qui est important, en fait, hein, dans le film. Voilà, on nous fait comprendre que c'est pas le côté totalement crédible ou réaliste. Hein. Vous savez que j'oppose toujours crédibilité et réalisme. Mais disons que là, c'est ni l'un ni l'autre pour les accouchements, mais c'est pas ce qui est important. L'important, c'est cette histoire d'amour, ce sacrifice, cette espèce d'allégorie aussi où on trompe la mort, on essaye de lui tourner le dos pour... voilà, donc c'est très imagé, vous allez voir, hein, c'est très imagé. Ce qu'il y a dans la tête du petit Hamnet, hein, d'ailleurs du jeune acteur qui est formidable. Hein, donc vraiment, les enfants jouent très très bien aussi. Donc Hamnet qui rêve aussi justement de devenir comédien, d'avoir une belle scène de bataille à l'épée, etc. Et puis il va projeter un petit peu voilà, une séquence dans son esprit qui va jaillir beaucoup plus tard dans le film. Et c'est là que c'est beau. Vous allez voir, c'est absolument là que c'est formidable. C'est les dernières minutes du film qui... en fait, c'est aussi... Je trouve que c'est là aussi, ce genre de film nous rappelle qu'on peut aussi se servir du théâtre, de l'art, comme exutoire, en fait, pour passer une épreuve de deuil. Hein, c'est un exutoire dans le deuil, et ça, je trouve que c'est très très bien montré. Et que la scène de théâtre, comme miroir, hein, peut nous renseigner sur nous-mêmes, pour nous renseigner sur eh bien, nos troubles, nos affects, et comment en sortir, en fait. Et ben, ça peut servir aussi à ça, hein, lorsqu'on est spectateur d'une très bonne pièce comme ça, qui va venir nous chercher dans les tripes et dans notre âme, et peut-être arriver à en sortir, justement, de nos mots. Encore une fois, M-A-U-X. Voilà. Donc, voilà, c'est une belle œuvre. J'aurais plaisir à le revoir. C'est un film qui peut se revoir. C'est aussi bien aussi ces films, que ce soit film à Oscar ou pas, c'est pas la question. La question, c'est aussi d'arriver à faire des grands films qui peuvent être vus. Il n'y a pas assez, je trouve, de grands films qualitatifs, autorisants, qui peut intéresser un petit peu n'importe quel type de spectateur. Et là, je trouve que, eh bien voilà, d'arriver à intéresser les spectateurs, voilà, quel que soit l'horizon, la classe sociale, peu importe, je pense que tout le monde peut y trouver un intérêt à ce film. Et ça aussi, c'est, je trouve, une très bonne qualité du film, voilà, de pouvoir arriver à intéresser un grand nombre de spectateurs très large en faisant un cinéma intelligent et surtout avec ce sens du cadrage, ce sens de comment filmer la nature aussi et de voir en quoi elle résonne aussi sur eh bien finalement le quotidien aussi d'Agnès, parce que d'être comme ça à la campagne, de s'occuper des enfants, de s'occuper d'un peu voilà, de la maison et tout, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile, hein. Ça rappelle vraiment voilà, cette époque où les hommes allaient en gros travailler, les femmes restaient au foyer, etc. Et donc toute cette absence, hein, il y a beaucoup de films qui se sont emparés de ce sujet-là, mais je trouve que l'absence, on sent l'absence du mari dans le visage d'Agnès, dans son quotidien, et on sent que ça lui coûte en fait, hein, de vivre comme ça, c'est tout seul, de devoir eh bien, gérer le foyer, gérer la maison, en l'absence eh bien, du mari qui devient un petit peu de plus en plus un peu eh bien, une star du théâtre, hein, disons-le ainsi. Donc voilà, écoutez, je vous recommande Hamnet de Chloé Zhao.
Et bah, du coup, bah, ça m'intéresse de voir eh bien, la suite aussi pour le cinéma de Chloé Zhao, parce que encore une fois, hein, j'avais un peu peur avec son arrivée dans le MCU, que ce soit ça y est, voilà, j'ai fait un petit film authentique et maintenant, maintenant je me repose un peu sur mes lauriers, je fais du cinéma uniquement bankable et c'est que ça. Et ben non, je trouve que voilà, ça me fait plaisir de voir que Chloé Zhao va continuer à nous proposer des œuvres comme ça. Visiblement, elle est bien partie pour et on lui souhaite, voilà. Écoutez, ce sera tout donc pour mes critiques de ces 4 films. On a fait un petit bilan ensemble du mois de janvier 2026. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Alors, eh bien écoutez, c'est reparti pour les films du vendredi, les films de février vont arriver. J'en profite pour vous dire que j'ai pas fait de vidéo à propos des films de décembre. Donc j'ai vu L'Agent Secret notamment, et surtout aussi, celui qui m'a un peu plus marqué, c'était Lost Tigress. Voilà, alors c'est pas non plus un grand film, je tiens à préciser, mais j'avais plaisir à retrouver Antonio de la Torre, cet acteur qui joue dans les films de Sorogoyen que j'adore. Voilà, donc c'était les films que j'ai vus du mois de décembre, mais voilà, j'avais pas forcément envie de plus chroniquer que ça, ces films-là. Mais voilà, écoutez, on verra pour le mois de février qui commence déjà sur les chapeaux de roue. Il y a beaucoup de films qui sortent. Donc j'espère pouvoir vous proposer la prochaine vidéo bien, le plus rapidement possible. Voilà, donc on fera un petit bilan. Alors je sais pas s'il y aura 4 films, c'est un peu dense. On verra, ça dépend s'il y a beaucoup de sorties. Il y a énormément de sorties à chaque fois maintenant. J'ai l'impression que waouh, cette année démarre très très fort. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!